Merci. Bonjour. Donc, je commence par un schéma que vous commencez à connaître, hein, c'est le schéma des work packages du projet. Donc, nous, on est au milieu, c'est-à-dire qu'on a essayé de drainer tous les aspects incertitudes du projet. On essaie de répondre au défi clé numéro 3, c'est-à-dire développer des approches pour quantifier les différentes sources d'incertitude. Alors, comme on vous l'a dit, c'est une présentation à deux voix. Donc, moi, je m'occuperai des aspects plutôt liés à l'hydrométrie et François s'occupera des aspects liés à l'incertitude des modèles. Alors, une session hydrométrique, pour la décrire de manière assez simple, le mieux, c'est de s'appuyer sur ce schéma, c'est-à-dire c'est tout simplement une échelle linémétrique à laquelle on a associé un linégraphe qui va enregistrer les hauteurs. Et donc, on a installé cet appareillage dans une section de contrôle qui a été choisie pour avoir une relation, comme on dit, univoque entre la hauteur et le débit. Alors, ça, c'est condition de la station, comme j'ai dit ici, peut-être dans des conditions les plus fréquentes. Nous, dans le projet, on travaille plutôt sur des conditions comme celle-ci. C'est-à-dire que les données qui nous intéressent ont été saisies dans ces conditions, c'est-à-dire des sections qui sont parfois envahie par la végétation, et surtout des sections qui sont vraiment dépendantes de la part instable de la section qui est ici représentée par des galets. Alors, ça signifie qu'il existe une imprécision dans la mesure des débits d'étiage, une imprécision qui est liée à la modification des sections de contrôle, qui est beaucoup plus sensible en situation d'étiage, et qui est également liée aux difficultés d'opérer des jaugeages dans des conditions telles que celle-ci. Alors, d'une manière générale, dans ce qui concerne le projet, cette incertitude, elle se répercute sur le terrage des stations, une incertitude qu'on retrouve aussi dans la production des débits. Pour le projet proprement dit, ça a des impacts sur le calage des modèles et également sur la prévision avec des débits qui ont été saisis en temps réel. Alors, pour illustrer mon propos, là, vous avez sous les yeux empilées, j'ai envie de dire, toutes les courbes de tarage d'une station. Bon, elle était choisie à dessein, hein, c'est pas le cas de toutes les stations, mais c'est pour vous montrer la variabilité très forte qu'on a pour les hauteurs les plus faibles et cette convergence vers les débits les plus forts. Alors, pour commencer notre travail, on a fait dans un premier temps une enquête auprès des services producteurs de données. On a utilisé pour ça le groupe Doppler et on a eu un taux de réponse assez important, puisqu'on a eu 22 services qui ont répondu et qui ont mis en lumière donc des difficultés de mesure spécifiques aux étiages, avec beaucoup d'incertitudes, une gestion des stations particulières en période d'étiage avec des procédures qui sont propres aux étiages, avec des corrections notamment de hauteur, et donc une difficulté reconnue pour produire des hydrogrammes fiables en temps réel, et également la volonté de traiter des incertitudes. Alors c'est fait assez souvent avec la méthode Baratin, mais dans le questionnaire, on indique bien que c'est en général les forts débits qu'on essaye d'estimer par cette méthode. Et en ce qui concerne l'incertitude, c'est une donnée qu'ils souhaitent produire, mais qui leur semble difficile ensuite d'expliquer aux utilisateurs de la donnée. Alors, quant à l'incertitude, la quantification de l'incertitude hydrométrique en tant que telle, pour essayer de la quantifier de manière simple, on a utilisé des bases de données barèmes. Hein. Les bases de données barèmes, c'est ce qui est utilisé par les hydromètres, dans lesquels ils vont stocker les courbes de tarage, les jaugeages, etc. Et on en a récupéré deux. On a récupéré une de l'Adréal Grand Est, hein, qui concerne les stations de la Meuse et de la Moselle, et une autre de l'Adriatique Île-de-France. Alors, très simplement, de ces bases de données, on a extrait l'ensemble des jaugeages, les courbes de tarage associées, et on a calculé ainsi une première incertitude qu'on qualifie d'empirique. Elle est très simple. On fait le rapport entre le débit jaugé et le débit issu de la courbe de tarage, et on peut comme ça tracer un intervalle en fonction du débit de la courbe de tarage. Là, vous avez l'intervalle à 90%. Et pour aller un peu plus loin, on a essayé de modéliser statistiquement cet intervalle par une méthode GAM-LSS. En fait, c'est une méthode qui permet, lors d'un ajustement, de faire varier les paramètres d'échelle, de forme, etc. Et ce qui nous permet d'avoir un rail d'incertitude pour différents niveaux de probabilité. Alors, on a aussi utilisé la méthode Baratin, mais on s'est aperçu, sans doute un peu, mais elle est peu adaptée pour les étiages manifestement. Alors,
Autre démarche, on a essayé cette fois-ci d'avoir une démarche plutôt qualitative par rapport aux stations. C'est-à-dire, on a posé la question, quelle station dispose de conditions de mesure satisfaisantes pour le suivi des étiages? Et ce qui nous a semblé important dans un premier temps, c'est ce que je montrais au début de mon exposé, un des critères, c'est la stabilité de la section de contrôle. Et ce critère est important quand on va travailler avec des débits en temps réel, c'est-à-dire les débits qu'on va utiliser dans une situation de prévision, parce que dans cette situation, bien souvent, les débits proviennent de la courbe de tarage de l'année antérieure. Donc, si bien qu'on a toujours des données très provisoires quand on travaille en débit réel. Et quand on superpose donc pour une même station un livre-gramme avec des débits provisoires, les débits bleus là, que j'ai appelés temps réel, et les débits validés, c'est-à-dire ceux qu'on va trouver un peu plus tard sur les neuroportails, on peut avoir des écarts importants. Bon, j'insiste, hein, ce n'est pas partout dans ce cas de figure qui est observé, mais c'est quand même un problème. Alors, pour essayer de quantifier cette stabilité, on a utilisé la méthode Chesdin qui avait été mise au point par EDF, qui permet de confronter la variabilité des débits avec une dérive des courbes de tarage. Autre critère qu'on a quantifié pour chaque station, la sensibilité des courbes de tarage, c'est-à-dire sur un écart de 1 cm en hauteur, quel est l'écart de débit correspondant. Donc, une forte sensibilité implique une plus forte incertitude. Autre aspect, le nombre de jaugeages. On s'est aperçu que pour les stations, il peut y avoir un nombre important de jaugeages, comme il pouvait y avoir des jaugeages beaucoup plus rares. Et pour nous, ça semble un critère important pour qualifier la fiabilité d'une station en étiage. Et enfin, la fréquence des corrections de hauteur. Alors pour illustrer ce propos, vous avez sous les yeux donc deux photos qui proviennent de la plaquette qui est indiquée là sur les données hydrométriques d'étiage. Vous avez la même section avec et sans végétation. Et donc, en période de végétation, les services, en général, appliquent une méthode de correction de hauteur. Et donc, la hauteur lue au moment de la mesure ne correspond pas à celle qui sera utilisée plus tard pour produire les débits. Donc, pour nous, c'est aussi un facteur d'incertitude important. Alors, ces quatre critères qu'on a vus, la stabilité, le nombre de jaugeages, les corrections de hauteur, et j'en ai oublié un, je ne sais plus, nombre de jaugeages, sensibilité, voilà. On les a regroupés pour essayer de produire un indice de fiabilité. Et on en a fait une cartographie qu'on a déposée sur le site Macquart de l'IGN, où pour les stations de l'Adriatique Île-de-France, on a ces quatre critères qui sont présentés et la note de fiabilité qui leur est associée, avec à droite un petit texte très résumé de la méthode employée et qui permet de comprendre ce qui est représenté. Donc à cette adresse-là, normalement, les validés, vous devriez pouvoir consulter ces cartes. Voilà, alors en conclusion, c'est clair que certains sites de stations peuvent rendre des prévisions peu précises. Dans les bases barèmes, on n'a pas vraiment tous les éléments, c'est clair, pour juger de la fiabilité d'une station d'étiage. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité toujours d'avoir des garanties auprès des services gestionnaires qui, eux, connaissent et gèrent ces stations au quotidien. Le suivi des étiages est exigeant et nécessite une présence importante sur le terrain. Et là, pour illustrer cet aspect-là, j'ai représenté donc le même type d'hydrogramme que tout à l'heure, avec superposé sur le même graphique des débits temps réel et des débits validés. Et c'est la station de Chaux sur la Meuse, où il y a un enjeu particulier, il y a la présence d'une centrale nucléaire, et où les services, là, puisqu'il y a de l'enjeu, sont présents sur le terrain et font très régulièrement des jaugeages. Donc, dans ce type de configuration de station, il est clair que l'incertitude devient très faible. Alors, en termes de perspective, dans ce qu'on a fait, il y a quand même un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'on s'est essentiellement intéressé à des stations de plaine. Il est clair que dans d'autres milieux, notamment des stations de montagne ou de milieux méditerranéens,
on a certainement une incertitude beaucoup plus importante. Merci. Je vais poursuivre avec quelques mots qui sont liés à des incertitudes liées à la modélisation. Alors, il y a plusieurs méthodes, plusieurs approches qui peuvent être mobilisées pour essayer de quantifier les incertitudes qui sont liées à la modélisation. Et alors, notamment l'approche multimodèle dont les collègues vont parler dans la présentation qui suit. Je vais dire quelques mots des travaux réalisés dans le cadre de la thèse de Taha El Wahabi. Ça va être assez rapide, mais la bonne nouvelle, c'est que la soutenance est très prochaine. Donc, je vous invite le jeudi 11 décembre à 14 h à suivre la présentation de Taha qui porte sur l'apport des méthodes d'apprentissage statistique sur un grand échantillon de bassin versant français. Je vais essayer de présenter les apports de cette thèse en termes de méthode. Donc ça, c'est un premier travail qui a été réalisé avec des... Donc là, on utilise des méthodes de post-traitement, donc un peu comme ce dont on a parlé, des approches statistiques qui vont s'appuyer sur la caractérisation des erreurs obtenues en simulation et essayer de transformer ces erreurs en distribution de probabilité. Donc pour ce travail, Tile a utilisé des simulations obtenues avec le modèle GR6J, dans un cadre, donc sur un grand échantillon de bassin versant. Nous, on utilise dans l'équipe maintenant, dès qu'on peut, le jeu de données CanoSLR. Et il a utilisé une méthode qui s'appelle les forêts aléatoires, alors une extension des forêts aléatoires. Et ce qui était assez novateur dans cette approche, c'est qu'en fait, il a comparé les approches locales et régionales. Et c'est-à-dire que habituellement, on fait des approches statistiques station par station, et là, en fait, il a essayé de faire des apprentissages en mélangeant les données qui viennent de toutes les stations. Et pour ça, en fait, il a utilisé des descripteurs qui permettent d'identifier, de caractériser les différentes stations. Donc, il a fait des tests sur 564 bassins. Il a utilisé des scores qui sont adaptés aux prévisions probabilistes, aux prédictions probabilistes. Et ce qu'il a réussi à montrer, c'est qu'en fait, le fait de faire un apprentissage régional, donc ce qu'on appelle des approches multisites, ça permettait d'obtenir des améliorations sur les prédictions probabilistes créées. Et ça avait aussi, donc ça c'est une perspective assez importante, ça permet d'envisager l'application au contexte non jaugé. Donc le fait d'apprendre sur plusieurs sites en même temps, on se dit qu'il y a un transfert d'informations de certains sites à d'autres. Donc on apprend des choses des bassins voisins avec une notion de similarité qui est plus ou moins apprise par les forêts aléatoires. Et donc ça, c'est des perspectives qu'on pense assez intéressantes pour les prévisions en contexte non jaugé. Alors, un deuxième aspect de ces travaux, ça a été de s'intéresser aux questions de prévision et de cohérence temporelle. Parce qu'en fait, les méthodes de post-traitement, elles permettent, là sur le schéma à gauche, vous voyez notamment la deuxième ligne, elles permettent de créer des distributions de probabilité à différentes échéances. Donc là, vous voyez, à T+1, T+2, si on applique les méthodes de post-traitement à différentes échéances, on peut obtenir ces distributions de probabilité. Donc on a des distributions univariées, en fait. Et pour des applications en prévision, où on veut calculer par exemple des volumes ou le max sur la valeur maximale sur une période, en fait, on a besoin de recréer des cohérences temporelles. Et donc, on a besoin de créer des scénarios. Et donc, Tile, il a utilisé des méthodes statistiques qui s'appellent les copules pour recréer des trajectoires au sein de ces distributions, et donc pour avoir une caractérisation, enfin, pour avoir des prévisions de probabilistes multivariées. Donc, il a évalué l'apport de ces méthodes et il a montré que notamment un formalisme un peu particulier qui s'appelle des copules Devine, ça permettait d'avoir des prévisions plus cohérentes que quand on connecte directement les différents scénarios. Il y a des perspectives de raffinement pour l'estimation des paramètres. Et je m'arrête.